Merci beaucoup, cher Pierre, merci beaucoup, monsieur le doyen, pour ces quelques mots d'introduction. Alors, à mon tour de vous dire mon plaisir, bien sûr, d'ouvrir cette belle manifestation au nom du Centre de recherche juridique Pottier. Alors, le Centre de recherche juridique Pottier, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un centre de recherche pluridisciplinaire qui accueille aujourd'hui plus de 60 enseignants-chercheurs titulaires, qui eux-mêmes se répartissent entre 5 sections différentes du CNU. C'est dire que la pluridisciplinarité est véritablement au cœur de ce laboratoire de recherche, qui a donc évidemment parfaitement vocation à accueillir ce type de manifestation qui justement rassemble des chercheurs très divers qui vont représenter différents champs disciplinaires. Et je remercie bien sûr très chaleureusement tous les intervenants aujourd'hui pour leur présence à Orléans, tout comme je remercie, comme l'a fait monsieur le doyen, bien sûr, Vanessa Barbet, Stéphanie Mauclair et Odile Levanier-Gouel pour avoir organisé cette très belle manifestation. Alors la transparence me conduit également à vous dire que je serai malheureusement amené d'ici quelques minutes à vous quitter pour d'autres occupations au sein de cette même maison, mais pour vous retrouver cet après-midi à l'occasion notamment de la fin de vos débats, et je le ferai avec beaucoup de plaisir. Alors, quelques mots tout de même de ce thème, bien sûr, et sans prétendre aucunement empiéter sur vos riches interventions, et tout en laissant le soin redoutable à mon collègue Frédéric Dourneau de répondre à la question qui finalement sert de libellé à ce très beau colloque, quelques mots naturellement de cette manifestation sur la transparence. Alors c'est évidemment une thématique qui appelle bien des questionnements, à commencer peut-être par cette première question. Qu'est-ce que la transparence ? De quoi parle-t-on ? Est-on sûr en particulier de parler exactement de la même chose lorsqu'on évoque la transparence dans les différents champs disciplinaires qui seront évoqués aujourd'hui ? Est-ce que la transparence peut en particulier se concevoir de la même manière en droit public ou en droit privé ? Bref, existe-t-il une ou des transparences ? Le risque n'est-il pas finalement, à trop vouloir appréhender la notion à travers ces manifestations, de perdre ce qui en constitue l'essence et finalement un peu à la manière de Ménon qui cherchait à définir la vertu à travers les différentes formes de vertu, d'oublier ce qui constitue l'élément fédérateur de cette notion de transparence. Et c'est sans doute précisément tout l'intérêt de vos travaux aujourd'hui que de tenter de mettre en lumière peut-être une notion de transparence qui permettrait justement de rassembler ces différentes manifestations de la transparence. Alors pour le reste, la transparence incontestablement est dans l'air du temps. Elle est dans l'air du temps, elle est la manifestation sans aucun doute d'une préoccupation sociétale qui se manifeste dans différentes organisations et à différentes échelles finalement, organisations internationales, administration étatique, administration décentralisée, entreprises commerciales, associations et même laboratoires de recherche. La transparence est importante évidemment à tous les niveaux. Je dirais que finalement, on assiste aujourd'hui à ce que l'on pourrait appeler un besoin de transparence qui, quelque part, correspond à la fois à un droit de savoir, mais aussi à une volonté de comprendre. Alors un besoin qui n'est pas en soi nouveau. La transparence est une idée qui en réalité n'est pas une idée contemporaine, et pour ne prendre que cet exemple-là, je pense bien sûr à la vigoureuse formule panthéonisée à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en vertu de laquelle la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Alors sans doute, la transparence est-elle déjà un peu là, si ce n'est le mot, du moins au moins peut-être la chose. Mais pour le reste, il ne fait guère de doute que nous assistons depuis maintenant quelques décennies à une longue marche vers la transparence. Et cette marche en avant comporte elle-même un certain nombre d'étapes plus ou moins importantes, cruciales sans doute, que l'on peut en particulier mettre en exergue. Alors une première étape, sans doute, intervient avec, à la fin des années 1970, un certain nombre de lois qui ont fait tomber dans le champ notamment des relations entre l'administration et le citoyen ce que l'on peut appeler le principe du secret. Alors je pense bien sûr à la grande loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs dont on a fêté le 40e anniversaire il y a peu, mais aussi à d'autres textes, soit
antérieures, soit postérieures, en particulier la loi du 6 février 1978 sur l'accès aux fichiers informatisés, et puis bien sûr la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des décisions administratives. Et puis on peut rajouter évidemment d'autres textes qui peut-être sont moins célèbres, mais dont l'apport est non moins certain. Je pense par exemple à la loi du 2 février 1979 sur les archives, qui a également été un texte tout à fait important. Alors évidemment, il faut bien rappeler que ce mouvement-là n'est pas une spécificité française, puisqu'on assiste également à des mouvements tout à fait convergents dans d'autres pays, parfois antérieurement, comme c'était le cas notamment aux États-Unis, dès les années 1960, et puis également dans d'autres pays d'Europe, en particulier dans les années 90, dans des pays comme l'Italie, la Belgique ou encore le Portugal. Et puis la transparence, au-delà des textes, et au même moment, c'est également la mise en place d'institutions qui, précisément, sont là pour promouvoir, pour finalement sauvegarder la transparence. Je pense bien sûr à la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, je pense à la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, et puis le mouvement, bien sûr, se poursuit avec d'autres institutions qui ont été créées plus récemment, par exemple la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, bien sûr, on pourrait citer aussi la Commission de la transparence de la Haute Autorité de santé, qui est chargée notamment d'évaluer l'utilité des nouveaux médicaments et dont parfois l'action est décriée depuis quelques années. Alors, ça, c'est sans doute un premier mouvement, et puis, plus récemment, une autre étape qui dépasse sans doute la sphère d'ailleurs du droit public est intervenue, une étape que l'on pourrait s'amuser à qualifier d'acte 2 ou d'an 2 de la transparence peut-être, et qui réside sans aucun doute dans la stratégie d'ouverture des données, l'open data, qui va évidemment de pair avec l'émergence du numérique, et évidemment notamment des données publiques. Et là encore, quelques dates symboliques, par exemple le 5 décembre 2011 avec l'ouverture du portail data.gouv.fr et puis également l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 pour une république numérique. Alors, signe du temps d'ailleurs, signe du temps, finalement, au-delà de la chose, le mot même de transparence apparaît finalement au fronton d'un certain nombre de textes tout à fait récents, des textes contemporains. On peut citer notamment la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. On peut citer la loi, bien sûr, du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Et puis, bien sûr, le mouvement se rattache à des textes plus anciens. On peut par exemple citer, bien sûr, la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence dans la vie économique et des procédures publiques. Alors, ce mouvement est-il sans limite ? Probablement pas. Et on touche ici du doigt la question tout à fait importante, abordée en fin de journée, des limites du droit à la transparence. Et sans doute, en effet, toute institution, toute organisation humaine génère-t-elle nécessairement de l'opacité. Sans doute également, toute institution, toute organisation humaine a-t-elle besoin, d'une part, de secret, d'une part d'ombre, pour fonctionner finalement à l'abri de la lumière. Et on peut sans doute affirmer qu'il n'existe pas parmi nos institutions, parmi nos organisations humaines, finalement de maisons de verre qui laisseraient transparaître et tout apparaître finalement au regard extérieur. À cela, on pourrait d'ailleurs ajouter que la transparence n'a pas sans doute que du bon. Elle peut apparaître à cet égard comme finalement un effet du temps qui comporte sa part de dérive, sa part d'excès, la tyrannie de la transparence, pour reprendre le titre d'un essai récent. Et puis, bien sûr, la transparence absolue n'a finalement guère de sens. Elle est tout autant un leurre, mais également un élément de nuisance à l'égard pour les institutions à laquelle elle pourrait naturellement s'imposer. Et puis, la transparence, parfois, bien qu'affichée, se révèle largement illusoire dans certaines hypothèses, en particulier lorsque, face à la complexité du droit, face à la complexité des procédures, elle peut se trouver très largement vidée, parfois, de sa substance. En bref, en matière de transparence, comme sans doute en bien d'autres domaines, le poison, probablement, réside, là encore, dans l'excès. Et tout l'enjeu, et peut-être que cette journée permettra justement d'y contribuer, tout l'enjeu, sans doute, est de déterminer finalement le bon niveau de transparence. Merci.